Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. Le réseau routier béninois joue un rôle important dans une économie. C'est un vecteur de développement. L'enjeu d'un réseau routier performant dans ce journal. Aujourd'hui, 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. L'édition 2021 met en évidence la vie et le moyen de subsistance de l'océan. Et puis, les océans jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat mondial et absorbent plus de 90% de l'excès de chaleur accumulé dans le système climatique. Que faire pour mieux les préserver? On en parle. Merci de votre fidélité. Depuis les indépendances, les investissements en matière d'infrastructures ont été importants, notamment pour la construction des routes. Aujourd'hui encore, c'est un secteur en vue avec les nombreux projets d'extension du réseau routier. Quel est l'enjeu d'un réseau routier performant? En quoi est-il au service de l'économie nationale? Élément de réponse avec Ulvaeus Balogun. C'est le principal moyen de transport routier des personnes et des biens dans la plupart des pays du monde. Le réseau routier, devenu un enjeu incontournable, est un ensemble de routes interconnectées au sein d'un territoire visant l'intégration et l'unification. Il joue un rôle important dans une économie par son action de mise en connexion de toutes les zones de production à celles de consommation. Considéré comme une épine dorsale et un des secteurs moteurs de démarrage du processus de la croissance, le réseau routier au Bénin reste à ce jour un héritage de la colonisation. La cession à l'indépendance en 1960 n'aura pas impacté ce legs colonial. Au contraire, l'édification des infrastructures routières s'est calquée sur ce modèle. Or, le processus de développement économique d'un pays nécessite l'établissement d'un réseau routier adéquat. D'autant que l'insuffisance et la non-connexion des routes constituent un des éléments principaux qui entravent le développement des pays à économie dominée. Si les infrastructures de transport sont susceptibles de produire des effets positifs sur la croissance économique, il aura fallu 60 ans pour voir Cotonou, Abomey-Calavi, Boïcon et autres villes du Bénin mises en lumière grâce aux travaux d'asphaltage engagés depuis 2016. Un développement infrastructurel qui met ainsi le Bénin sur l'orbite de la croissance socio-économique. Antoine route, élément important dans le processus de développement socio-économique d'une nation. Le 8 juin est une date dédiée chaque année à la célébration de la Journée mondiale de l'océan. Il s'agit d'une célébration internationale proclamée à Rio de Janeiro. Cette année, de grands défis océaniques sont au cœur de la journée. Il s'agit de protéger et de restaurer l'océan sans oublier de veiller aussi à la protection des ressources marines. La vie de la planète en dépend. Patrick Adjak-Bodjou nous en dit plus dans cet élément. À l'heure où le monde entier est aux prises avec la pandémie du Covid-19 et nous nous employons à reconstruire en mieux notre mode de vie, nous avons une occasion sans précédent d'amender notre relation avec le monde naturel, y compris les océans de la planète. Véritable poumon de notre planète, les océans relient tous les habitants de la Terre, peu importe où ils se trouvent. Ils fournissent par exemple la plupart de l'oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi une source importante de nourriture et de médicaments. C'est l'habitat naturel d'une incroyable variété d'espèces marines. La Journée mondiale de l'océan est une démarche lancée en 1992 et vise à faire du 8 juin de chaque année une occasion de sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. Cette journée vient non seulement nous rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance, mais aussi veut nous mobiliser et unir les populations du monde entier autour d'une gestion plus efficace et plus durable des océans,
tout en rendant hommage à leur beauté et à leur richesse. Aujourd'hui, le niveau de la mer monte à cause des changements climatiques, si bien que dans des pays côtiers du monde entier, des vies et des moyens de subsistance sont en péril. Nos océans ne cessent d'être confrontés à de nouveaux défis et nécessitent donc de nouvelles solutions. Le thème de cette année est particulièrement pertinent dans la perspective de la décennie des Nations Unies des sciences océaniques pour le développement durable qui aura lieu de 2021 à 2030. La décennie renforcera la coopération internationale pour développer la recherche scientifique et des technologies innovantes pouvant relier les sciences océaniques aux besoins de la société. Les océans jouent donc un rôle fondamental dans l'écosystème. Sans eux, il y aurait l'accélération du réchauffement climatique. Que faire alors pour mieux gérer les océans? La réponse avec un océanographe. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer, même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes, disons, intellectuelles par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu. Mais par contre, nous avons les mareyeuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous aussi, notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. Les aliments insalubres coûtent cher à l'économie des pays à faible et moyen revenu. Chaque année, ceux-ci enregistrent en effet une perte de productivité estimée à des milliards de dollars. Pour les pays en développement, le maintien de l'innocuité alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire est non seulement crucial pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour l'accès des produits agricoles au marché d'exportation. Au-delà des pays les moins nantis, la FAO indique qu'un renforcement de la sécurité sanitaire des aliments est un axe majeur dans la lutte contre les maladies d'origine alimentaire dans le monde. Ces pathologies touchent annuellement 600 millions de personnes à travers le monde et engendrent 420 000 décès. Autre information au plan international, c'est dans Eco-Inter. Eco-Inter de ce mardi est présenté par Rodrigue Babagbeto. Du 8 juin au vendredi 11 juin, la Côte d'Ivoire accueille le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Le prix de la sève blanche, secoué par la crise sanitaire mondiale depuis début 2020, sera inscrit à l'agenda de ce grand forum qui réunit les experts du monde entier sur l'avenir du caoutchouc dans les pays producteurs et consommateurs. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc naturel depuis les années 90. En 2020, le pays est passé de la 6e place au rang de 4e producteur mondial. Cependant, il est encore très loin derrière les pays comme la Thaïlande et l'Indonésie. Sur le plan économique, le caoutchouc naturel est le 3e produit agricole d'exportation de la Côte d'Ivoire en volume, après le cacao et l'anacarde.
La bourse américaine a débuté la semaine sur une note hésitante lundi, alors que les investisseurs peinent à digérer la perspective d'une taxe mondiale minimale de 15% sur les bénéfices des multinationales, notamment les GAFA. L'inflation et la crainte d'une politique monétaire moins accommodante d'ici à la fin de l'année continuent aussi d'inquiéter les marchés. Les opérateurs prendront notamment connaissance cette semaine des chiffres de l'inflation en mai aux États-Unis, après une forte hausse de 4,2% en avril sur un an. Les rachats des sociétés technologiques de l'information ne connaissent pas la crise. En effet, l'ensemble des transactions fusion-acquisition de l'industrie technologique mondiale a pesé 243,37 milliards de dollars au dernier trimestre de 2020. Le rapport, publié par la société d'analyse de données et de conseil londonienne Global Data, montre une augmentation de 12,5% par rapport au trimestre précédent. Dans la répartition entre les différentes régions du monde, l'Amérique du Nord est en tête avec un total des transactions annoncées au cours de la période s'élevant à 121,92 milliards de dollars. Sur le continent, les compétitions de jeux vidéo sont encore réservées à une poignée d'initiés actuellement. 23 pays sont représentés au sein du championnat africain d'e-sport, l'association qui fédère les joueurs. Parmi eux, rares sont les professionnels et ce sont le plus souvent des hommes. Sylvia Gattoni a toutefois su se démarquer en devenant la première gameuse professionnelle reconnue d'Afrique de l'Est. Tekken 7 est l'un des jeux de combat les plus populaires au monde. Les compétitions sont nombreuses et en majorité dominées par des hommes. Mais derrière cet avatar se cache Sylvia Gattoni, la première gameuse professionnelle d'Afrique de l'Est. Une femme africaine qui joue, c'est vraiment très très rare. Ils s'attendent à voir un Coréen ou au moins un homme blanc. Donc je sais que pour les autres joueurs, c'est très surprenant et je veux vraiment m'investir pour faire changer cette mentalité. En ligne, les insultes sont assez fréquentes. Mais à Nairobi, elle a pu rencontrer la communauté kenyane lors de tournois et a été facilement acceptée. Aujourd'hui, elle s'entraîne à distance avec un ami. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, notamment lors du dernier match? Tous deux se donnent des conseils pour progresser, peu importe le genre. Quand tu as rejoint notre communauté et que tu as réalisé qu'il y avait une femme, enfin moi, qu'est-ce que tu as pensé? Franchement, je n'ai rien pensé de particulier. Pour moi, tu es comme n'importe quel autre joueur. Depuis 2017, Sylvia a intégré une équipe américaine et est sponsorisée par un géant des télécommunications. Mais avec la crise du Covid et l'absence de compétition, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas compter que sur les revenus générés par Tekken. C'est pour ça qu'il est très important d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous pouvez obtenir des contrats pour être ambassadeur d'une marque ou participer à une campagne en tant qu'influenceur. J'ai gagné de l'argent en participant à des campagnes et j'espère que dans le futur, je deviendrai ambassadrice d'une grande marque d'informatique. En parallèle, Sylvia termine ses études de droit. Avec son mémoire, elle veut faire évoluer la législation kenyane sur les jeux vidéo. Il est pour l'heure impossible d'organiser de grands tournois professionnels. Or, il y a de plus en plus de demandes. Le nombre de gamers est en constante augmentation au Kenya. La pratique doit être encadrée. Nous sommes bien en avance par rapport à d'autres pays. Et je pense qu'en tant que leader dans ce domaine, nous allons avoir besoin de vraies lois qui pourront inspirer les autres pays du continent. Son diplôme en poche, elle continuera les compétitions tout en tentant de faire changer les lois pour que les futurs champions et championnes kenyans puissent vivre de leur passion. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.